La parole au doyen Doumi Fakoli, voilà, pour nous entretenir aujourd'hui sur le Congo. Avant qu'il ne prenne la parole sur le Congo, je pense qu'il va faire une petite cérémonie de votation. Puis cette semaine-là, on va demander aux anciens d'être présents avec nous. La parole au doyen Doumi Fakoli, voilà, pour nous entretenir aujourd'hui sur le Congo. Avant qu'il ne prenne la parole sur le Congo, je pense qu'il va faire une petite cérémonie de votation. Puis cette semaine-là, on va demander aux anciens d'être présents avec nous. La parole au doyen Doumi Fakoli, voilà, pour nous entretenir aujourd'hui sur le Congo. Avant qu'il ne prenne la parole sur le Congo, je pense qu'il va faire une petite cérémonie de votation. Puis cette semaine-là, on va demander aux anciens d'être présents avec nous. Non, non, il m'entend. Il m'entend, donc il n'y a pas de problème. Le micro sont sensibles. On ne t'aime pas tous. Oui. Toute cette semaine a été consacrée à nos vénérables ancêtres. Toute cette semaine est consacrée à nos vénérables ancêtres. Pour leur rendre hommage, pour les réhabiliter et diffuser de l'enseignement. Donc, pour obtenir leur protection, durant toute cette semaine, on va leur faire une cultivation, pour ne pas perdre de temps, très rapidement. On va leur offrir quelques gouttes d'eau pour étancher leur soif des millions d'années. Vénérables ancêtres de Tameka et de la diaspora de Kabila, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour l'éternité afin d'exhumer votre enseignement enfoui et naturel, le réhabiliter pour le restituer à votre peuple. Nous savons que beaucoup d'entre vous n'attendent que le temps de revenir, mais dans une famille qui est capable de les aider à accomplir la mission pour laquelle ils reviennent. Nous savons que beaucoup d'entre vous ne reviennent pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore une famille capable de les accueillir dans les conditions adéquates. Alors nous vous offrons cette coupe d'eau pour étancher votre soif de millions d'années et vous demander de bien vouloir nous accompagner durant tous ces 5 jours, en nous incitant à la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen. Amen. Je ne vous ai pas demandé de vous lever parce qu'on ne se met pas au-dessus des anciens. Chez nous, plutôt, on s'accroupit. Je ne veux plus m'accroupir, mais mes genoux ne sont pas bons, ils savent que mes genoux ne sont pas. Je lui demande de me donner. Bon, on m'a demandé de vous expliquer le Congo et également de vous parler du projet dans son ensemble. Je ne serai pas long, je n'ai pas l'habitude d'être long dans les exposants. Je dis l'essentiel et ensuite je réponds aux questions parce que je n'aime pas que les gens partent frustrés. Mais ce que je dois dire, c'est que le Congo est une société initiatique. Donc on ne peut en parler qu'en surface. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas. C'est impossible. Mais je dirais que le Congo, comme le Voulou, comme le Mbon, comme le Petit, toutes ces sociétés initiatives s'inspirent toutes de la tradition négro-africaine. C'est-à-dire, ce sont des institutions qui sont créées pour gérer l'utilisation de la connaissance
et pour gérer la distribution de la bonne. Pas que les gens passent. Donc c'est différent. Une religion, ou bien c'est la superstructure de la religion. Du Sénégal jusqu'en Afrique australe, la tradition africaine est la même, avec quelques manifestations diversifiées. Pour bien comprendre, il faut voir le christianisme. Le Christ est le tronc commun, mais il y a plusieurs sensibilités. Catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, etc. L'islam, c'est pareil, il y a plusieurs sensibilités. Sunni, Bashir, Tijani, etc. Mais le tronc commun pour l'islam, c'est Mahomet. Le tronc commun pour le christianisme, c'est Jésus-Christ. Nous, notre tronc commun repose sur des points fondamentaux communs. La première, c'est que Dieu est androgyne. Il a la fois pas les communs. Il est sans, sinon il n'est pas complet. Et il y a un mythe qui explique la naissance de Dieu. Par nos ancêtres n'ont pas eu le complexe, ils sont allés jusqu'au bout de leur raisonnement. Ce mythe dit qu'il y avait un œuf primordial dans lequel se trouvait une petite folie d'énergie, une graine d'énergie, plus petite que la graine de fourmi. Cette graine s'est mise à vibrer. Quand elle a atteint le maximum de vibration, elle a cassé l'œuf, elle est sortie, elle a commencé alors la création. Exactement comme avant, quand il était dans nous, qu'il est sorti après le Big Bang et il a commencé la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la femme est antérieure à l'homme. Ça veut dire tout simplement que Dieu même a été mise au monde par la femme avant qu'il puisse continuer à créer. Et les deux vont plus loin, mais ils sont très clairs. L'assise d'Abraham est comme la matrice d'une femme. Tout sort de l'assise d'Abraham. Donc pour nos ancêtres, la femme, elle est au centre de la tradition. Elle est au centre de la tradition. Et dans toute la fête traditionnelle encore, on retrouve la place fondamentale de la femme. Donc Dieu est embauché, à la fois mâle et femelle. Dieu est une éternité. Dieu n'est pas anthropomorphe, il est simplement le fluide vital, l'énergie vitale. Il n'est que énergie. Et en postant la création, Dieu a mis une partie de lui-même dans tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe et qui est naturel est Dieu. Tout ce qui existe qui est naturel. Donc nous sommes Dieu. Plus tard, on en parlera. Peut-être le corps physique n'a aucune importance. C'est l'énergie divine qui est en nous, seule a une importance qui se réincarne. Donc, à part ça, il y a la réincarnation. La réincarnation est une base, c'est une des bases fondamentales de la tradition africaine. On va, on peut devenir femme quand on est un homme, on peut devenir homme quand on est un homme. Donc, on fait ces deux autour, jusqu'à la perfection absolue. Là, l'hommage aux ancêtres, l'épouse sacrée, extra. Donc, partout en Afrique, c'est ça. Mais, donc, un groupe d'initiés, un groupe de personnes ont décidé de créer une société secrète qui a pour nom Vaudou ici, qui a pour nom Komo, dont je suis invité à parler. Donc, le Komo, c'est une société secrète dans laquelle ceux qui le gèrent plutôt, sont là uniquement pour défendre la société, parce que toutes les actions qu'ils font, ça va dans le défense de la société, la protection de la société, l'environnement de la société. Donc c'est ça, c'est clair. Quand les gens en parlent, quand ils parlent de non, c'est dans ce secret, ils en parlent, ils en disent du mal, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus pacifique, il n'y a rien de plus non, parce que sans ce secret, beaucoup de sociétés se seraient disloquées. Ce sont eux qui, dans le secret, travaillent à la cohésion, à l'harmonie et au maintien de la communauté, de la société. Donc, le Congo, ce qu'on peut en dire, c'est la même chose chez le Vaudou, dans le Buti, dans le Bok, etc. Nous, au Mali, quand quelqu'un s'est fait initier, surtout quand c'est un homme, on lui enlève tout ce qui est poil. On lui rase la tête, on lui rase le pubis, on lui rase les aisselles, on lui coupe tous les ongles. Il meurt. Il subit un bain rituel. Après maintenant, après quelques petites cérémonies, il rentre dans la case sacrée, dans le bois sacré. Et là, maintenant, il renaît. Il renaît parce que on le met en confrontation pacifique avec les objets sacrés. Donc c'est là il faut ouvrir les yeux. C'est pourquoi chez nous on dit ouvrir les yeux. On ouvre les yeux.
Sinon, on ne voit pas. C'est quand on a vu que là, on devient initié. Et là, on est disons, revenu à la vie. Donc, on meurt, on ressuscite, symboliquement. Donc, le Komo, c'est à ce niveau-là. Mais nous, dans le travail que nous faisons, compte tenu de la faiblesse de beaucoup d'entre nous, nous, on a institué une prestation de serment. Une fois que tout est fait, on a ouvert les yeux devant le Komo, devant les objets sacrés, on prête serment. Et le point fort, c'est que quoi qu'il arrive, on ne trahira jamais Kamitas. Quoi qu'il arrive, on ne trahira jamais Kamitas. Si on le ferait, d'une manière ou d'une autre, on accepte que la punition la plus rigoureuse s'abat sur nous, mais sur nous seulement. Nos ancêtres disaient sur cette génération. Prenez cette responsabilité parce qu'ils savaient qu'il y aurait bien des générations à venir. Mais nous, comme le monde a changé, la personne prend la responsabilité sur elle seule. Si elle doit payer, c'est elle seule qui doit payer. Ça, c'est sa descendance ne paiera pas. Donc c'est ça le point fort nous qu'on a introduit. Toute personne qui est ici chez nous, si elle trahit, c'est son problème. La personne ne pourra le sauver. Ni Marabout, ni un autre ici, personne ne pourra le sauver. C'est fini. Quand on trahit le peuple, c'est comme ça. Donc c'est ça qu'on peut dire du Komo. Maintenant, ceux qui vont dans l'initiation, ils ont deux possibilités. Ici, il faut initier seulement, ils s'attiennent à cette initiation. Ils sont accompagnés toute leur vie durant, protégés toute leur vie durant par les objets, par l'ensemble de ce projet. Il y a seulement 2 cérémonies que l'on fait annuellement, l'entrée du vernage et la sortie du vernage. L'entrée du vernage, chacun offre 2 poulets et puis quelques mois de poulets. Et puis présente également ses vœux pour l'année. Donc on lui fait la consultation et s'il y a des offrandes ou des sacrifices complémentaires qu'il doit faire, on lui dit. Donc toute personne peut se contenter de ça seulement. Mais d'autres, maintenant, veulent acquérir la connaissance. Et là aussi c'est pour elle. Mais l'acquisition de la connaissance exige des efforts. Voilà pourquoi certains de nos pères, de nos grands-pères sont morts avec leur connaissance, n'ont pas donné. Parce qu'il n'y a personne qui mérite de la foi. Personne n'a fait l'effort. On a eu un comportement qui mérite qu'on lui donne. On est fixé qu'on lui donne cette connaissance. Il préfère pas qu'elle arrive. Et quand j'ai un mot de Rampat de Badi, lorsqu'il lui va des bleus, lorsqu'on est à main, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour nous, il a tout faux parce qu'il raison en Dieu. Pour nous, cette bibliothèque qui meurt là, va revenir avec ses mêmes connaissances parce qu'on se réincarne avec tous les acquis qu'on a. Toutes les expériences qu'on a vécues, on se réincarne avec. Donc, ces vieillards là reviennent avec le connaissance, ils le savent, voilà, pourquoi ils préfèrent partir. Par ailleurs, ils peuvent aussi, au fur et à mesure, détecter un petit-fils, une petite fille qui mérite les avoir en songe, ils lui transmettent. Donc, chez nous, la mort d'un vieillard ne correspond pas à la disparition d'une bibliothèque. Donc c'est ça, l'initiation. Donc ceux qui veulent maintenant approfondir, eux ils se déplacent. S'ils veulent apprendre une technique divinatoire, ils sont avec un maître qui va leur apprendre une technique divinatoire. S'ils veulent apprendre à connaître les plantes, ils sont avec un maître qui va leur apprendre à connaître ces plantes. S'ils veulent être avec un maître qui veut faire à la fois divination et découverte de plantes, généralement ça va ensemble. Parce que pour poser une thérapie, il faut faire un bon diagnostic. Donc généralement ils sont tous des très bons de maître. Donc en clair, c'est ça. Il y a 2 possibilités. On se confie, c'est tout. Ou alors, on essaie de se prendre en charge soi-même, en faisant les efforts pour aller dans cette institution-là où l'on gère la distribution d'abord. Pour vous, c'est un peu difficile parce que ça va vous obliger à aller souvent en Afrique, puisque eux, ils ne vont pas se transporter ici. Vous êtes obligé d'aller souvent en Afrique. Ouais, mais il y en a qui le font. Dans notre groupe, il y a 3 fois déjà, il y a qui ont 2 fois, ils ont 2 autres qui sont venus 2 fois. Donc ça dépend de la possibilité de mouvement des gens et de la possibilité financière aussi. Et ça, c'est valable partout. C'est valable pour nous, c'est valable pour tout. La connaissance, on ne va pas la donner, on vient la chercher. C'est pourquoi j'ai dit à savoir et à connaissance. Il ne faut pas confondre. Et le savoir, c'est profane. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Tout ce qu'on va dire ici, c'est profane. C'est le savoir. La connaissance, maintenant, c'est la gestion du monde invisible au monde visible.
voir les relations qu'on peut établir entre le monde et le monde visible sur le plan pratique. C'est ça la connaissance. Un initié, c'est un homme de connaissance parce que lui, il peut faire un là. Quelqu'un qui a eu seulement le savoir ne peut pas faire le là. Et tout le monde dans l'Afrique traditionnelle avait ce savoir-là. Parce qu'il faut exister, notamment à travers des classes d'âge. Donc, tout le monde apprenait à connaître une société, comment ça fonctionne, etc. Donc, tout ça, c'est le savoir. La connaissance, donc, c'est derrière, c'est autre chose. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le commun, parce qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Mais après, vous posez des questions, peut-être que je pourrais intervenir pour expliquer d'autres points. Maintenant, je vais vous parler du projet. Moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de rentrer au Mali. Il y a 4 ans maintenant. J'ai aussi dit, bon, les jeunes ici, je crois que je leur ai assez donné. Peut-être pas assez, en tout cas, j'ai suffisamment donné. Maintenant, l'essentiel du travail doit se faire en Afrique. Donc, je suis rentré au Mali. Là, je suis au Mali et créé une association intitulée Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. Donc, rassemblement, réhabilitation, religion, ça fait 3R, comme si 3R, NA, négro-africaine. Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. Comme j'ai eu la chance que certains Maliens m'aient découvert à travers Facebook, à travers tout, donc j'ai eu tout de suite, effectivement, beaucoup d'amis qui sont venus me rejoindre pour comprendre les associations. Et là, le but de cette association, comme je l'ai dit, c'est pour réhabiliter la région négro-africaine, pas seulement pour le Mali, mais pour l'Afrique entière. Parce qu'avec les recherches qu'on a faites, on a compris qu'effectivement, du Sénégal jusqu'à l'Afrique australe, toutes les sociétés africaines qui pratiquent la tradition seront les mêmes repères. Donc, que ce sera relativement facile pour nous pour tous. Basson, j'ai eu la chance de Basson qui a pris ce projet-là. Comme lui aussi, il n'avait que ça en tête, dans le cœur. Il a pris sur lui de prendre un billet d'avion. Il a souffert avant de venir d'ailleurs. Parce que juste à ce moment-là, les relations diplomatiques ont été perturbées entre le Mali et le Cameroun. Nos premiers présidents, Aïdjo pour le Cameroun, Modibo Keïta pour le Mali, avaient décidé qu'il n'y aurait pas de visa entre les deux pays. Tout le Camerounais peut venir combattre comme il veut, même s'il est établi et travailler dans la fonction publique, et inversement. Donc, à cause de Boko Haram, les autorités camerounaises ont décidé d'imposer le visa. Donc, il a eu des problèmes. Il n'a pas eu le visa. Il a été obligé de faire un déplacement au Sénégal pour venir combattre. Donc, ça prouve effectivement sa volonté, sa détermination pour que ce projet réussisse. Je vous remercie de l'applaudir pour ça. Voilà. Donc, il est venu, nos concordances de point de vue nous ont permis très vite d'avancer, d'établir une charte, d'établir certains points sur lesquels on doit travailler, et puis on a décidé d'avancer. On a décidé d'avancer sans penser au financement. Tout le monde sait que le financement est l'ennemi de la guerre, mais on n'a même pas pensé au financement parce qu'on avait la conviction, on a toujours cette conviction, et on aura toujours que ça va rapporter, qu'on va réussir à faire ce projet. Donc, le projet, c'est de réunir les initiés de différents pays d'Afrique pour que justement on en arrive à mettre en place un conseil qui est clair. Et Willy Liking, que certains connaissent, a organisé le 30e anniversaire de son village, Kinyingok. Elle nous a invités. Et c'est Basson qui a insisté pour que j'y aille. Alors, on s'est rencontrés là-bas et on s'est réunis à part entre les initiés du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de moi-même et aussi du Gabon, et aussi un mec politique. Donc on s'est réunis et tout ce qui est appris, comment accepter sans aucun problème, parce qu'on sait que c'est la même chose. Quand tu es initié, tu sais ce qui se passe en secret, dans la case secrète, dans la case sacrée ou dans le corps sacré. Là, c'est la même chose chez toi. Parce que tout comme beaucoup des ancêtres, tout de nos logis, etc. Donc tout de suite, tout le monde a marché. Tout le monde a marché et les autres ont proposé, avant Mali, on a choisi la date Mali 2016, le nom de l'événement Mali 2016. Avant la date d'avoir des réunions préparatoires. Donc on a eu une première réunion préparatoire au Cameroun ce mois dernier.
il y avait le Bénin, qui est venu avec Maître Aza, il s'appelle. Il est venu avec trois personnes dans lui-même et d'une dame qui porte le titre de l'envoyé de la reine mère. Ils sont la reine mère là. Parce que leurs communications sont très puissantes avec le président de la reine mère. Et donc il y avait le Bénin, il y avait le Cameroun, naturellement là-dessus, avec beaucoup d'initiés, donc tous les frères d'armes de Passong. Nous avons été reçus par une forte personnalité qui s'appelle Konasodam, et c'est sa majesté qui gère la royauté de Souléco. C'est le secrétaire général d'ailleurs du groupe des mois d'Afrique centrale. Il y avait moi, il y avait la Côte d'Ivoire, Olivier les Vikings, donc qui sera parmi les initiateurs. Et le maître Petit, on n'a pas fait venir parce qu'on a senti qu'il y avait des réticences. Et moi, il y avait appelé par la suite. Avant cela, j'avais appelé par un des jeunes Camerounais qui est venu des États-Unis pour se faire initier au Mali. Il a mis 5 jours. Il a fait une déplacement et il est venu se faire initier au Mali. 5 jours. Et c'est lui qui m'a expliqué comment, qui est cette personne-là. C'est un jeune, plutôt pas un jeune, mais c'est un adulte, c'est un initié qui forme les Européens, forme les Blancs. Il a formé un Blanc qui est devenu par été un de ses plus grands concurrents là-bas au Mali. Pour avoir en second. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on lui avait dit que nous, il n'y a pas de Blanc qui puisse espérer se faire l'initiation. On lui a dit, il le faisait, hein, mais il avait laissé comprendre qu'il allait changer. Mais on a compris par la suite qu'il n'allait pas changer comme il a été arrivé. On ne s'attaque pas. Quelqu'un qui n'est pas pur, vraiment dans les sources à tout à fait ça. On lui, on a aidé. Alors, on a beaucoup discuté, on a retenu un nom pour le groupe. On l'a intitulé Grand ordre traditionnel initiatique. Grand ordre traditionnel initiatique de Kameda. Donc, Grand ordre traditionnel initiatique Kameda. Grand ordre initiatique Kameda. Ça veut dire, j'avais dit boutique. Grand ordre traditionnel initiative Kameda. Donc, on a retenu ce principe-là, on a élaboré une charte et on s'est donné rendez-vous pour la deuxième rencontre de Caraport. On se donnait rendez-vous au Bénin, au mois d'août au Bénin, du 12 au 15 août au Bénin. Et les frères béninois et la sœur, on leur a confié une mission. Une mission, c'est de répondre à l'attente de beaucoup de membres de la communauté qui est dans la diaspora. C'est-à-dire élaborer une manière de rituel. Sur le baptême, sur le mariage et sur le mariage. Car beaucoup de jeunes, il y a longtemps, ils vont demander comment eux ils peuvent faire pour venir en Afrique pour baptiser leurs enfants pour se marier. Ils ne peuvent pas tout le temps prendre l'avion pour aller au Mali, à l'Afrique plutôt, pour aller à Sakata, uniquement pour baptiser leurs enfants pour se marier. Donc comment ils peuvent faire? On a décidé de leur préparer un rituel pour leur permettre de faire toutes ces cérémonies ici dans la diaspora. Il y a une mission qu'on a confiée en haut. Et on va échanger par le net pour que dès qu'on arrive à Bénin, on puisse tout financer. Parce qu'on veut que cette manière-là sorte au moment du grand rendez-vous de Bamako. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes en contact donc permanent, heureusement avec Karen. On voit les documents, on courrit et puis on les renvoie. Moi, j'avais déjà donné une contribution. Comment le baptême, le mariage là, va se faire chez les Bamana, en pratique. Donc, eux, ils vont voir maintenant chez eux aussi, ils vont payer. Bon, on a décidé aussi d'essayer de mettre en place un déroulement homogène de l'initiation. Dans chacun va se payer ce qu'il fait, et puis on les combine.
Et on a vu que c'est la même chose sur la tête, on fait tout, c'est exactement la même chose. Le même événement a reconnu que la seule chose qui manque chez eux, c'est qu'il n'y a pas de prestation de serment. Mais donc, on va les produire même. Parce qu'il n'est plus question de trahir ce mouvement, on va loin, on trahit. Ça, c'est terminé. Et nous, dans notre initiation, on a dit celui qui est franc-maçon, rose roi, c'est-à-dire celui qui est dans toute société secrète, qui n'est pas le capitaine. Ah, il faut qu'il jure de quitter. Sinon, ce sera la fête qui est entière. Oui, personnellement aussi, il dit qu'il a quitté. Et que s'il en était, il peut y en être un, mais au moment de la prestation, il dit qu'il a quitté définitivement. Parce que si on empêche ceux qui sont francs-maçons rosicruciens de venir, il y a des gens qui voulaient venir mais qui ne peuvent pas. Et il faut qu'on leur offre cette possibilité-là de venir découvrir, mais de dire qu'ils ne sont plus francs-maçons. Et là, ils sont sous la protection que sont nos ancêtres. Les gens pensent que si vous êtes franc-maçon, vous quittez la franc-maçonnerie, c'est pas vrai. Vous êtes sous la protection des ancêtres. Donc, vous avez que le repos à la maison. Vous voulez, donc, on vous a fait convenablement et on vous protège. Donc, c'est bien. C'est l'orient en décembre 2016, du 9 au 11 décembre 2016. Donc, vous êtes tous invités, vous êtes tous invités à venir. C'est dans votre intérêt, parce que vous allez rencontrer là-bas de grands maîtres de partout avec des compétences complémentaires et diverses. Ceux qui ont des problèmes, vont exprimer leurs problèmes, ouais. Donc, vous avez tous intérêt à venir. Nos filles très belles et qui ont du mal à avoir un mari, on va les aider. On va les présenter sur ce qu'on va les aider. Donc, quel que soit le problème, les problèmes de santé, soit des trains de les problèmes de santé, donc chacun a intérêt à la voilà, donc ce sera en 2016 à Bamako. Je vais laisser à Bamako. Les 9 décembre. Je crois qu'il dit l'essentiel. Maintenant, il nous reste d'abord poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions taboues, sauf si je serai organisé. Odette. Donc, Odette, merci les frères et les sœurs d'être venus aujourd'hui pour écouter le Doyen Ngoumbyi et puis échanger. Hein. Donc, on a essayé de prévoir assez de temps d'échange. Donc là, on a, je pense, au moins 1 heure pour échanger sur tout ce que le Doyen Ngoumbyi a présenté. Donc, que ce soit sur le Komo lui-même ou sur le projet de clergé qui a été évoqué. Voilà, les questions sont ouvertes et vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc voilà, je ne sais pas si déjà il y a des questions que je peux prendre dans le lot, mais Avant les questions, juste nous informer qu'on a des frères. Nous accompagnons qui vendent des choses. D'accord, on a la sœur Gillette, on a la sœur Zamba qui vend des livres, et puis derrière on a des petites choses de Nation Camille et de Maïcha Kwanza. On va faire une première série de questions pendant 30 minutes, ensuite on va faire une petite pause pour que je pense que certains d'entre vous reviennent du travail et qui vont loin, donc ils puissent se restaurer, et les doyens aussi. Et puis ensuite, on fera une autre série pour terminer. merci. Ok. On va commencer la première série de questions. On va peut-être en prendre 3-4 pour démarrer. Et puis ensuite, on passera aux autres questions. Est-ce qu'il y a des premières questions? Non, moi j'en ai eu. Bonjour. Je voudrais savoir si le Komo est une société qui traite de chasseurs exclusivement, que tous les membres du Komo sont des chasseurs. On sent bien si vous parlez de ça. Le téléphone, ça peut couper le téléphone. Le téléphone. Les questions suivantes. Voilà.
Ok, donc c'était la première question. On va peut-être prendre 2-3 comme ça à la suite. Ça nous permet de gagner du temps. Le frère. Alors moi c'est une question sur le hôtel, moi c'est une question sur le projet. J'ai parlé à peu près de 4 pays, 4 ou 5 pays. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres pays, Merci Mehdi. Une autre question. Moi j'ai une question ici, doyen. Je voulais savoir si, vu qu'il y a un projet en fait de réaliser une sorte d'unité entre les différentes pratiques qu'on a dans les différents pays, comment est vue justement la place de la diaspora dans ce projet-là, parce qu'on sait qu'on a aussi des frères et sœurs qui sont au Brésil, qui sont à Haïti, etc. Voilà, comment ça s'approche? Est-ce que c'est également la même chose ou il y a des différences qui rendent les choses plus difficiles? Ok, cette question, oui, allez-y. Oui, moi je viens du Gabon. Alors, Tes frères, est-ce que tu peux te présenter et puis voilà. Oui, bien sûr. Je m'appelle David Elenganan. Je vis en France depuis 35 ans. Je suis marié à une Française. J'ai 4 enfants avec elle. Et je viens du Gabon. Et je souffre terriblement parce que j'ai malheureusement, je viens de constater, pas seulement que je viens de le faire, depuis quelque temps, j'observe, n'est-ce pas, que bon, j'ai été lavé d'esprit. En d'autres termes, comment dire ça, c'est tout mon cerveau, n'est-ce pas, qui a été lavé par les Occidentaux. Et aujourd'hui, toute ma recherche va dans ce sens-là, dans ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire le retour aux sources, le retour aux valeurs traditionnelles. Et ça, j'en pleure terriblement, et cela me manque. Alors, voici ma question. Quel est le lien entre toutes ces sociétés initiatiques, entre le Gabon et tous ces pays que vous avez cités? Merci. Les 3 dernières, on va prendre d'abord. S'ils sont premiers pas, vous lire. Les 3 dernières questions, finalement, se recoupent. Est-ce qu'il y aura d'autres initiés? Bien sûr, il y en aura beaucoup. On est en train de prendre contact. Moi, je suis en train d'explorer le Sénégal, le Mali, le Burkina, qui sont des pays limitrophes. Au Burkina, on a un monsieur que l'UNESCO a déclaré trésor humain vivant. Il s'appelle Kouniba Traoré. C'est un grand initié. Aussi, il connaît beaucoup de choses. Bon, je suis en train de voir avec lui. Il m'a dit qu'il est d'accord, mais tant que je n'ai pas quelque chose d'écrit, quelque chose d'officiel, pour moi, il n'est pas encore avec nous. Voilà pourquoi son nom ne finit pas parmi les initiateurs. J'ai des contacts avec la Guinée. C'est un journaliste qui nous a mis en contact, bon, que vous connaissez, parce qu'il est dans notre vision. Après une interview, donc je lui ai dit que moi, je cherche un initié guinéen, et pour le vanter un peu, serein d'ailleurs. Et puis, au Mali, on ne peut pas organiser une grande chose aussi grande sans la Guinée. Donc, il faut qu'il nous trouve quelqu'un. Il m'a trouvé quelqu'un qui est très engagé, mais dans la discussion, vers la fin de la discussion, la personne s'est vantée d'avoir été à la Mecque plusieurs fois. Je lui ai dit, bon là, je suis désolé, mais malheureusement, on ne peut pas travailler avec nous. Il m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre qui sent bon, bien, parce qu'il m'a dit, quand même, ils ont eu qu'une minute de prière à l'Africaine. J'ai dit à mon retour de Paris, il va prendre contact avec lui. Donc, on est en train de chercher au Sénégal. On est en train de prospecter pour avoir d'autres initiatives, parce que plus on est nombreux venant de pays et de candidats différents, mieux c'est et le produit sera plus crédible. Pour la diaspora aussi. La diaspora, nous cherchons aussi des initiés autorisants, puisque ils sont plus nombreux là-bas, à Haïti. Et d'ailleurs, il y a une dame qui vient. On va passer par elle pour voir si elle peut trouver quelqu'un. Après, là, au Brésil. On est en train de chercher. Donc, on s'en tient pas seulement au 4 ou au 5. Si plus on est nombreux, mieux c'est. On est donc en train de poursuivre effectivement la recherche pour y avoir beaucoup d'autres essais qui vont se joindre là. Voilà. Et la dernière question, pour la compléter, vous avez dit vrai. Vous avez dit que vous êtes Victor, je crois. Votre nom c'est Victor. Non. Entre autres. Non, je m'appelle David Elenganan. Je viens du Gabon. Voilà, d'accord, David. Bon. Quelqu'un qui s'appelle David, qui va appeler tout le temps David, dans ses prières ou non. David ne le connaît pas, un Africain, David ne le connaît pas. Donc il appelle un ancêtre qui n'est pas son ancêtre. Quand il appelle David, David voit que c'est un Africain qui l'appelle. Lui, il sait qu'il ne connaît pas cet Africain-là.
Mais l'Afrique a perdu son temps. C'est pourquoi, effectivement, la reconversion, elle est très dure, parce qu'il faut aller jusqu'à changer de nom. Vraiment. Tous les jours, on dit Mohamed, Fatoumata, Françoise, Paul, Pierre. Mais ceux-là ne nous connaissent pas. Chacun de vous, quand il a des enfants, il va d'abord s'occuper de ses aînés. Ce sont ceux-là qui vont former et qui vont former leurs frères et sœurs. C'est pareil entre nous, le vivant et le monde invisible. Nos ancêtres qui sont partis ne connaissent que nous. Eux, ils attendent qu'on établisse le contact avec eux. C'est nous qui ne le faisons pas. Nous, au contraire, on envoie des énergies, des vibrations aux ancêtres d'autrui qui s'en emparent, qui se renforcent à notre détriment parce qu'ils viennent ce qu'ils ont laissé derrière eux. Nos ancêtres, nous, ils attendent que nous établissions le contact pour nous aider, mais ils ne peuvent pas. Nous avons la chance parce qu'ils ne peuvent pas nous abandonner puisqu'ils ont besoin de nous impérativement pour revenir. Donc ils sont tolérants, ils sont patients. Parfois, ils nous donnent des idées, des inspirations pour qu'on comprenne que quand même, franchement, tu as besoin de résoudre un problème. Mais pourquoi tu n'appelles pas ton ancien au lieu d'appeler David, au lieu d'appeler Mohamed? Ils ne te connaissent pas. Ton ancêtre est là. Donc ça veut dire que tu lui manques de respect. Quoi. Pour toi, il ne compte pas. Et ce qu'on ne sait pas, donc je vais répondre à cette question, après je vais revenir, parce que sinon vous l'oubliez. Il y a la conflit des chasseurs et il y a les sociétés ésotériques. La quasi-totalité des chasseurs font partie de ces sociétés initiatiques. C'est une confrérie seulement. Ce sont aussi des hommes de connaissances et des femmes il y a des femmes de connaissances parce que nous, on a dans notre groupe la plus grande maîtresse chasseresse du Mali, dans le groupe. Mais on l'a pas encore tout à fait intégré parce qu'elle a encore un pied dans l'islam. Mais c'est une très grande chasseresse. Donc, ils ont une confrérie. Et c'est différent de la société secrète. Mais la plupart d'entre eux sont des membres de la société secrète. Moi, j'ai été, on m'a beaucoup attiré, on m'a souvent attiré pour faire partie, pour aller me faire ici chez les chasseurs, de venir entrer dans nos confréries, parce qu'on m'a dit, ça va t'aider, ça va aider ton association. Parce que tu peux mobiliser les grands maîtres chasseurs pour certaines choses que vous voulez réaliser. Par exemple, en Mali 2016, nous, on compte éventuellement mettre en place un passage où des grands initiés vont venir présenter des actes magiques. C'est possible. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à ta question. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'après la mort physique, le corps est enterré avec l'ombre qui l'accompagne. Il disparaît dans la tombe. Mais ce qui fait que nous bougeons, ce que les autres appellent erronément âme, projette aussi une ombre. Son nom s'appelle l'aura. Quand un grand initié vous voit, le grand initié, et voit l'ombre dégagée par votre aura. Il sait ou elle sait si vous êtes malade, si vous êtes une personne bonne ou pas. Il sait à travers votre aura. Donc, de même le corps physique et l'ombre disparaissent, de même l'aura, l'âme et l'aura disparaissent dans le monde, dans le feu universel. Sauf si les sorciers, qui ne sont pas des anthropophages, parce que les sorciers ne mangent pas le corps physique, hein. Le sorcier boit l'âme. Les sorciers sucent l'âme. Jusqu'à ce que la personne s'étiole et la personne meurt. C'est comme ça que les sorciers agissent. Ce ne sont pas les anthropophages, hein. C'est l'âme, cette énergie-là qui suce pour renforcer leur propre énergie. C'est quand ils meurent, même que cette énergie-là, qu'ils ont rassemblé plus à l'heure, va s'estomper aussi dans le monde invisible. Mais il reste une entité, ce qu'on appelle l'être véritable. C'est la parcelle d'énergie que Dieu a mise en nous. C'est cette parcelle, de même l'âme habite le corps, de même cette parcelle d'énergie utilise l'âme pour exister. Alors quand l'âme s'en va, la personne meurt, cette énergie s'envole. C'est cette énergie qui est nous. C'est elle qui rassemble toutes les pensées, toutes les actions, toutes les paroles qu'on a posées sur cette terre. Et cette énergie-là, à un moment donné de son histoire, à 40 jours généralement. 40 jours, on appelle le changement de domicile. Pas jusqu'à 40 jours, cette énergie pense qu'elle est encore chez elle. Ben, elle ne peut pas agir physiquement, mais elle voit des choses, bon, elle a l'intention d'intervenir, mais elle ne peut pas.
Mais au bout du 40e jour, elle sait que c'est fini. Entre elle et son visite, elle a changé de domicile et de l'autre côté. Et l'autre côté maintenant, sa position dépend de sa brillance, son degré de pureté. C'est ça. Et tout de suite, au bout du 40e jour, comme elle sait que c'est fini, elle est là-bas, maintenant, toutes les pensées qu'elle a eues dans sa vie, toutes les paroles qu'elle a dites, prononcées, tous les actes qu'elle a posés défilent devant ses yeux, elle voit automatiquement là où elle a fait des erreurs et elle prend la décision de le revenir réparer. C'est pour ça, quand on vous dit, votre père était musulman ou chrétien, pourquoi vous vous changez? Mais il faut savoir qu'ils sont fiers de vous, parce qu'eux, ils voient que vous êtes en train de réparer l'erreur qu'ils ont commise. Un musulman, encore, c'est plus évident. Dans toutes les sourates, la plupart des sourates, il insulte ses propres ancêtres, puisqu'il dit des mensonges sur eux. Donc, il voit effectivement que lui aussi, il va subir le même sort. Donc, vous voyez, donc, eux regrettent ce qu'ils ont fait. Et ils prennent la décision de venir réparer. Donc, si vous allez dans leur direction, mais c'est ça qui est bon. Faut pas écouter ceux qui nous disent votre père, votre mère, etc. Faut pas les écouter. Parce qu'eux, ils regrettent et ils sont fiers de vous, justement, qui avez pris la décision, qui avez eu le courage de changer la situation. Alors, nous vous attendons. Et quelque chose de plus simple aussi, votre ancêtre est d'un kamite, mon ancêtre est d'un kamite, mais votre ancêtre n'est pas le bien. Et pourquoi je vais m'adresser à votre ancêtre pour résoudre le problème alors qu'il y a le bien? C'est le manque de respect. Par contre, quand on travaille ensemble, on est dans la case sacrée, on est dans le poids sacré, tous ensemble, on évoque ensemble nos ancêtres, qui joignent donc les forces pour venir être puissants. Voilà pourquoi aussi, c'est important, parce que c'est l'union qui fait la force. Voilà. Chacun va aider sa famille, mais il faut se mettre ensemble aussi pour aider l'ensemble de nos familles. Alors, une autre série de questions. Il y avait le frère là, ensuite, cher frère. On va commencer par... Merci. Mais de toute façon, si tu veux intervenir à un moment donné, il faut le dire, tu prends du micro. Ok, merci. Mon nom c'est Sungalo. Ma question c'était de savoir comment le Congo a pu garder son originalité, s'il a pu garder son originalité face aux différentes agressions qu'a connues l'Afrique jusqu'aujourd'hui, que ce soit de l'islam ou du christianisme. C'est ce qui inquiète souvent, le plus souvent, je pense, parce qu'on vous a donné une image. Et aussi comment on fait la différence entre ce qu'on appelle souvent la sorcellerie, j'en ai parlé, et ces différences secrètes. Merci. Merci, frère. L'inject. Dans notre pays, on appelle Cameroun. Bon, mais vous avez parlé tantôt de l'initiation au mal. Vous avez parlé que nous tous, on pouvait s'initier. Soit. Mais je me pose une question. Vous avez commencé à donner une réponse à cette question, mais je voudrais aller un peu plus loin. Parce que vous êtes malien, moi je suis camerounais, je suis Bassa, vous êtes peut-être, je sais pas, Dogon, je sais pas quoi d'autre. Et vos ancêtres ne sont pas les miens. Bon. Maintenant, moi, c'est le bord. Si je vais m'initier au Congo, comment est-ce que moi je veux parler à mes ancêtres tout en ayant le Congo en moi? Est-ce que c'est pas faire un peu le contraire de ce que nous voulons, c'est-à-dire que nous disons que prier Allah ou Jésus, c'est insulter nos ancêtres. Mais moi, si maintenant je m'initie au Congo, au Vaudou, bon, certes, on a dit il y a un tronc commun, je n'insiste bien pas, mais est-ce que il n'y a pas, comme vous avez dit tout à l'heure, un manque de respect entre mes parents, pour mes parents, alors que moi je suis en train de m'initier au Congo, alors qu'il y a nos morts. Ça, j'aimerais un peu comprendre. D'accord. Avant de prendre d'autres questions, oui, ça c'est très important, ce qu'il a. Vous savez, beaucoup de gens viennent se faire initier au monde. C'est moi qui connais. C'est moi qui suis ici, c'est moi qui connais. Oui.
Donc beaucoup de jeunes viennent se faire initier au Mali parce que moi ils connaissent personne d'autre. Ils préfèrent venir se faire initier au Mali. Et nous, on leur dit, il faut essayer de contrôler la barrière de la langue. Donc le mieux, si vous êtes Camerounais, vous vous initiez au Cameroun, dans les Bassins, les Bamileke, etc. Si vous êtes du Bénin, initiez-vous au Bénin. C'est aussi l'une des raisons de cette organisation-là. C'est pourquoi vous avez tous intérêt à venir. Parce qu'il y aura des initiés de tous les pays d'Afrique. Maintenant, ceux qui ne connaissaient pas des initiés dans tel pays, effectivement, ils savent maintenant où on est. C'est comme ça, c'est l'une des raisons aussi de cette rencontre-là. Donc, je vais venir. Maintenant, un Camerounais qui vient se faire initier au Congo, un Camerounais qui vient se faire initier, il ne parle aucune langue du Mali. Normalement le Bambara ou le Malinké, parce que généralement, nous, c'est dans ces deux là qu'on fait nos initiations. Il ne parle pas. Mais lui, quand il va venir, on va pas lui dire d'honorer les ancêtres des Bambara. C'est l'objet sacré qui est important. Cet objet sacré-là qui va l'accompagner toute sa vie, qui va le protéger toute sa vie. C'est ça l'objet sacré, c'est ça qui est important. Et cet objet sacré, c'est après la même chose partout en Afrique, puisque tout le monde passe devant l'objet sacré. Donc ça, c'est ça qui fait la cohésion. Par ailleurs, nous parlons là, mais tout ce que nous disons se transforme en langue dans le monde invisible. Tout est en langue. Je vais vous parler de Bamileke, à mon ancêtre Malinké. Après le mot, c'est à lui que je m'adresse, mais lui, il capte le message. Je peux même lui parler en français, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai que nos langues sont plus puissantes, plus dynamiques. Le mieux, effectivement, c'est qu'on fasse nos pays dans nos langues. On traduit sur le français, on traduit dans nos langues, parce qu'elles sont plus dynamiques. Et puis, bon, directement chez le destinataire. Mais même si on parle d'autres langues, comme je l'ai dit, tout ce qu'on dit, toutes les pensées, toutes les paroles se transforment en ondes. Donc, ce sont les ondes qui sont captées. Il n'y a aucun problème de ce point de vue. Maintenant, le Congo. Le Congo est resté pur. Vous savez, nous, on est en train de sillonner beaucoup de régions d'Afrique, du Mali. Parce qu'on dit, comme c'est le Mali qui va recevoir, il faut que les initiés maliens soient présents en puissance. Partout, les vrais nous disent, nous, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'accepte pas, c'est la trahison. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sont authentiques traditionnalistes. Ils ne veulent pas que nous nous cachions derrière l'islam ou derrière l'islam pour venir les voir. Ils sont clairs. Nous, la trahison, on n'accepte pas. Donc il faut être vous-même, il faut être comme nous, il ne faut pas venir nous chercher et ensuite aller raconter n'importe quoi. C'est ça qu'ils nous disent. Tu vois, et là, il y a une région où on est allé 2 fois, on va y aller la 3e fois, c'est la région la plus traditionnaliste, c'est Kolokani. Soumago, donc vous connaissez le Mali, c'est Kolokani. C'est la région la plus traditionnaliste. Il y a plus de près de 13 à 15 villages qui, chaque fois qu'on va les voir, viennent nous rejoindre. Ils ont même plus de 4 membres, pour vous dire. Donc eux sont authentiques traditionnalistes. Ils ne veulent pas être trahis. Quand ils s'engagent, ils s'engagent. Donc pour vous rassurer, là il n'y a aucun problème de ce point de vue. Mais nous, quand on se déplace, dans notre délégation, il y a toujours des femmes. Tout le monde. Il peut parce que, excusez-moi d'insister, parce que chez nous on dit à Nora Nikiwa, il comprend mieux, c'est parce qu'il pose la question. Donc je pose la question de savoir, tantôt on a dit, c'est le même point, c'est le point commun. On a les mêmes points qui constituent le même point commun, donc ça fait la même chose. Mais est-ce que, moi, qui suis Bafar, je m'initie au bord de Chevron et je viens m'initier au Congo de Chevron. C'est possible? Si les deux sont la même chose, à quoi ça sert? À quoi ça sert quoi? À quoi ça sert de m'initier chez les Bassas, c'est-à-dire de Lombo, en même temps au Congo, en même temps au Vaudou, si ils ont le même point commun? Mais tu n'as pas oublié. Moi j'en ai envie. Donc tu le fais. Moi j'ai été ici au Vaudou, j'ai été initié au Vaudou avant d'être ici au Congo. Moi, qui me parle.
Il n'y a pas de la contradiction. Si je veux, même si je vais au Cameroun, si lui, il met à mettre, je vais me faire initier. Moi, je pose la question parce que moi, je vais le faire. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas poser la même question. Oui, effectivement, je pose la question pour eux. Mais c'est bien, ça laisse la peine de comprendre. Sinon, moi, j'ai d'abord été initié au Moudou. J'ai d'abord été initié au Moudou, au Togo, avant d'être initié au Bénin, au Congo, pas plus. Quand l'environnement ne vous permet pas d'avoir de l'esclavage, il n'y avait pas de pays. L'Afrique, c'était un même pays. À notre quotidien. Je pense pas. Formule ta question comme ça, on comprendra. Ma question, elle est là. C'est-à-dire quoi? On peut aller au Mali, en Bissau. Mais après quoi? Après, qu'est-ce qui se passe? On va créer cette religion. On va même créer cette religion. Mais je parle de l'éducation. Les enfants vont tous les jours à l'école. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'éducation? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser peut-être à intégrer tout ça dans les programmes scolaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à... Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont encore dans le système? S'il vous plaît. Merci, frère. Je vais répondre rapidement à ces deux questions. Tu sais, le travail, c'est à ton niveau. C'est au niveau de chaque parent, une fois que tu as bien compris. C'est ce que tu fais avec tes parents. Ma fille est là. Elle a 20 ans. À sa naissance, on a décidé, sa maman et moi, puisqu'elle étudie en français, elle doit essayer de maîtriser le français. Donc avec moi, elle ne parle que le français. Avec sa maman, elle ne parle que le bambara. Cela a aidé. Elle parle bambara correctement, contrairement à sa grande sœur dont la maman était une antillaise. Donc c'est comme ça que ça commence. Ma fille est là. C'est avec les discussions, les conférences auxquelles elle assiste qui l'ont aidé à prendre conscience. Donc c'est à nous de faire le travail. Parce qu'on sait que de l'autre côté, effectivement, ils vont les casser. Quand ils venaient parfois avec certains cours d'histoire, ils lui montrent que c'est faux, mais il lui dit écris ce qu'il veut pour avoir une bonne note. C'est comme ça. C'est à nous, c'est à notre niveau que ça se passe ce travail-là. On ne peut pas les laisser comme ça. Il faut les surveiller, discuter avec eux, leur dire la vérité. Bon, tu peux les pousser jusqu'à dire, bon, ça va, écris ce qu'ils veulent écrire, ce qu'ils veulent écrire. Mais toi, tu connais la vérité. On lieu de les affronter comme ça, sèchement. Donc, sincèrement, c'est à notre niveau que ça se passe. C'est nous qui devons faire le reste du travail. Je vais répondre à la question. Bon, en clair, est-ce que les secrets sont maléfiques? En clair, c'est ça la question. Mais c'est normal qu'ils disent du mal. Ils ont toujours dit du mal. Ils ont dit qu'on ne s'habillait pas, on avait des caches-sexes, on tombait dans les arbres. Hein? Alors qu'avant qu'ils ne naissent, nous avons inventé des calendriers, nous avons inventé toutes les sciences, etc. Ça, il y a quelque chose il y a certaines choses qui sont évidentes. À un moment donné de sa vie, un groupe se pose la question de savoir pourquoi il existe. Qu'est-ce qui a fait qu'il existe? Ce qui a fait qu'il existe, qu'est-ce qu'il attend de lui? Comme il se trouve que sur le plan scientifique, comme sur le plan historique, la femme noire et son compagnon de millions d'années longues sont les premiers sur la Terre, il va de soi qu'ils sont les premiers à poser ces questions. Donc ils ont les premiers trouvé les réponses convenables à ces questions. Et j'ai dit aux chrétiens, aux musulmans, si Dieu devait parler à quelqu'un, forcément il parlera à ses filles aînées, à ses fils aînés, et c'est nous qui sommes les fils aînés et les filles aînées. Alors il faut venir essayer de découvrir ce qu'il nous a dit avant d'aller dire qu'il a parlé à telle personne, par exemple à Allah. Donc je dis maintenant de façon claire, c'est le dernier des dieux que les humains sont révélés. Qu'est-ce qu'il faut savoir que les autres Dieu ne s'active jamais? C'est le dernier des dieux. Donc nous avons tout fait avant tout le monde, nous avons tout expérimenté avant tout le monde, donc nous avons découvert Dieu avant tout le monde. Avant tout le monde, personne ne peut connaître Dieu mieux que nous. Personne. Donc pour terminer, ces sociétés secrètes-là sont là pour réguler la société, sont là pour gérer la société au mieux. Par exemple, dans le Gourou, maintenant les choses changent. Quand il y avait un vol, on prévenait toute la population, attention, il y a quelque chose qui a disparu, la personne qui l'a pris, il faut qu'elle la remette. Jusqu'à 3 fois. 3 fois la personne ne vient pas, ou qu'elle se trouve entre nous, par exemple, la personne est là, la foule descend sur la personne.
Voilà des actions dissuasives qui font que vous pouvez laisser votre bien ici, vous allez une semaine, vous revenez, vous le retrouvez, ou bien quelqu'un va vous le mettre de côté. Des choses comme ça n'existait pas. C'est à ça que servent les sociétés secrètes, justement. Protéger la population, faire des consultations, voir dans l'année ou les 2 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer, comment contourner. C'est comme ça qu'on fait. Au Mali, par exemple, c'est même pas tout à fait la société, mais bon, c'est l'organisation sociale qui a fait ça. Quand il y avait, par exemple, la sécheresse, ou alors des phénomènes naturels comme l'invasion des criquets pèlerins, les agriculteurs avaient certains signes et venaient rendre compte au groupe d'initiés. Les pêcheurs avaient certains signes et venaient rendre compte au groupe d'initiés. C'est pareil comme les éleveurs. Et quand on combine ces signes-là, on sait ce qui va arriver, on fait tout pour essayer de contrecarrer l'événement. C'est à ça que sert la société. Donc c'est pour le bonheur tout simplement de la société. C'est pas pour son malheur. Et à l'époque, les sorciers étaient combattus. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient sorciers, ils les mettaient en demeure de cesser tout de suite. Et même parmi les initiés, quand il y en avait quelqu'un qui était en train de dévoyer un peu, on le convoquait. Mais maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Nos chefs d'État nous exploitent, nous tuent, et on les voit, on leur donne l'argent, et ils travaillent pour eux. C'est à ça, justement. C'est comme ça que nous devons également lutter. Et ce que nous devons mettre en place, c'est aussi ça. Je pense avoir compris une facette de la question du frère qui était tout à l'heure. Il voudrait savoir si, au terme de l'organisation de notre confrérie, le travail est fini. Alors, je voudrais, je crois que c'est ça. Non, nous sommes en train de, lorsque nous allons faire ce que nous avons fait ici, nous entendons rassembler au sein du RNAMAYA les scientifiques et les grands chercheurs africains. Je crois que le doyen n'a pas compris toute la subtilité de votre question. Pour qu'ils travaillent avec nous, et pour que dans ce cadre-là, nous organisions un fonds de connaissances qui permettent d'élaborer le système éducatif de demain. C'est-à-dire que les Kofi Gomez et tout ce monde, les Mbabingue qui sont là, ils font partie, autant que les rois, parce que dans ce que nous avons élaboré, il y a les grands initiés, il y a les rois et les chefs de l'Afrique, mais aussi il y a la partie scientifique que nous entendons mettre dans la charge de ce que nous avons à faire. Le doyen n'a pas répondu à cette question parce que la conférence d'aujourd'hui était organisée uniquement pour l'ordre initiatique. Mais il a entendu que l'enjeu, c'est l'élaboration du système éducatif. Or, qu'est-ce qu'on met dans un système éducatif? On met des théories. L'Afrique ne semble pas être préoccupée par les théories. Ces hommes de science sont préoccupés de répéter inlassablement le modèle dominant. Il s'agit donc pour nous de réécrire toutes ces théories. J'ai commencé une partie, on doit les achever. C'est pour ça que dès rapidement, quand j'ai vu que le pauvre Ndoubi avait lancé cette chose, il a écrit plus que nous tous dans le domaine de la religion. Alors, ça ne me servait à rien de réorganiser un modèle religieux avec des livres nouveaux alors qu'il en avait déjà. Donc, mon idée de le retrouver, c'était pour qu'au lieu qu'on se disperse comme on fait souvent, que nous rassemblions nos énergies. Lui ayant déjà près de 20 livres sur la religion, en réalité, les textes sacrés que nous projetons d'écrire, je veux dire qu'il a déjà presque fini ce travail. Bon, mais il a eu la chance, ou je pense avoir eu la chance, que moi, je réfléchissais autrement de mon côté, en me disant quelle va être la philosophie de demain, quelle va être l'économie de demain, quelle va être la sociologie de demain. Et la chance a été que lorsque je le rencontre, j'ai presque écrit tous ces livres. Ces livres ne sont pas complets. Il faut que vous les enrichissiez. Il faut que les scientifiques qui travaillent ici en France ou aux États-Unis ou partout ailleurs, nous les rassemblions au sein du 3 RNAMAYA pour faire l'autre travail de fond qui consiste à recodifier tous nos savoirs endogènes et de leur donner
une applicabilité scientifique à la lumière de ce que nous avons aujourd'hui dans ce qu'il y a de plus pointu en science. Et nous devons le faire dans tous les domaines de la connaissance. Parce que précisément, la question de la sorcellerie qui a été posée tout à l'heure, c'est de la physique quantique. Oui. C'est parce que les gens croient que mettre un coq sur quelqu'un, le déshabiller, et parce qu'il est assis à même le sol ou bien sur une chaise avec les pieds touchant le sol, c'est parce que nous ne comprenons plus les catégories scientifiques liées à cela. Lorsqu'il a les pieds au sol et lorsque le coq est sur sa tête, c'est parce qu'il s'agit de mesurer les courants telluriques et magnétiques qui entrent et qui ressortent. Parce que si ce monsieur est perturbé, le coq ne peut pas rester en équilibre. Donc vous voyez, nos ancêtres avaient trouvé des solutions idéales pour ces époques-là. Ce n'est pas la culture, c'est la tradition. Parce que beaucoup de personnes confondent culture et tradition. Nos ancêtres se sont battus pour trouver des solutions adéquates par rapport à leur époque. Si nous ne sommes pas capables de transformer ces objets de connaissance en sciences d'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes médiocres. Conclusion, au lieu de penser que ce qui est fait ressemble à la sorcellerie ou aux choses du village qui n'ont rien à voir à la modernité, posons autrement la question, quelle est la science qui est cachée derrière quelqu'un qui met un coq sur la tête de quelqu'un? Eh bien, c'est aussi puissant que avoir un outil technologique. Vous avez vu avec les tsunamis là qui se sont passés. Si vos ancêtres étaient là, ils auraient su qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Parce que les coqs sont les premiers à partir des animaux. Et quand les coqs disparaissent ainsi que les animaux, eux tous savent qu'un événement dangereux va se poser. Tout le monde serait parti. Alors ce que vous pensez être la tradition qui sert à rien, voilà les enjeux du fait que nos ancêtres vivaient avec ces animaux parce que ces animaux étaient des indicateurs des phénomènes naturels. Une dernière série de questions avant la pause. Oui, mais je voulais juste ajouter, ce que Basson a dit, effectivement, Mali 2016 ne va pas s'arrêter là. On ne va pas se fatiguer pour nous arrêter là, alors qu'on n'a même pas encore atteint le 5e de ce que nous voulons faire. Et parmi les projets que nous avons, c'est de vous former, vous, jeunes, qui allez prendre le pouvoir demain. Si vous avez plus de pouvoir, mais le problème, vous aurez tout de suite que les manières d'histoire, etc., soient modifiées. Ils vont être modifiés. C'est vous qui pouvez le faire. On ne va pas compter sur les francs-maçons. Jamais ils le feront. Au contraire, ils vont vous mettre des ensembles dans les pattes. Donc, c'est vous aussi, la formation de vos jeunes. Moi, beaucoup me disent qu'il faut que tu te présentes à l'élection présidentielle. Même si tu n'es pas élu, mais au moins ça va donner de la parole, de la portée à ce que nous faisons. J'ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai dit ça ne m'intéresse pas et que mes enfants ne veulent même pas. J'ai dit mais mon travail, moi, c'est avec les autres de former la jeunesse qui va venir prendre le pouvoir. Et cette jeunesse-là va communiquer. Ça peut se faire en 5 ans, en 10 ans. D'autant plus que ça c'est entre nous. Si nous sommes nous-mêmes véritablement, et si nos initiés ont confiance en nous, les grands savent ce que nous voulons, nous pouvons porter qui nous voulons à n'importe quel, à la tête de n'importe quel état africain, parce qu'ils vont faire le travail. On va faire une nouvelle question, donc dernière série. Avant la pause, il y a le frère là. Voilà. Il y a le frère, et s'il n'y a pas d'autres questions, on viendra au frère Dani. Donc on essaie d'être concis, on passe la pause tout de suite. Merci. Je suis Mandeng du Cameroun. Excusez-moi, il y avait un vieux chez nous au village, lui, il allait toujours dans les réunions et tout le monde parlait, lui ne disait jamais. Et quand on lui disait pourquoi tu ne parles pas, il disait ah, tel a déjà dit ce que moi je voulais dire. Cela voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui, ma question avait plusieurs sens, mais déjà, elle a déjà été répondue déjà à un niveau. Mais je vais juste, pour ne pas, je vais poser quand même, parmi les questions dont j'avais envie de poser, une seule qui me reste, elle est celle-ci. Déjà, lorsqu'on parle d'initiation, excusez-moi, peut-être, mais il y a, pour certaines personnes, ils ne vont peut-être pas comprendre, ou bien ils auront peur du mot initié. Parce qu'on ne sait généralement pas ce que c'est. Parce qu'il y aura des femmes, il y aura nos soeurs, nos enfants qui vont nous dire que le dire initié, c'est aller vers le diable ou tu vas faire de la magie, tout ça.
Bon, du coup, ça devient un peu compliqué. Bon. Mais, maintenant, pour les non-initiés, parce qu'il y aura des gens qui ont besoin de venir avec nous, mais ils ne veulent pas se faire initier. Qu'est-ce qu'on réserve de cela? Parce que bon, je dois faire par exemple peut-être qu'elle ne sera pas peut-être une petite comparaison. Par exemple, lorsque chez les chrétiens, on baptise un enfant, on fait la première communion, je ne sais pas si c'est une initiation. Ça. Bon, déjà, ça veut dire qu'ils sont déjà. Bon, pour ceux qui ne sont pas initiés, par exemple, ceux qui vont parler au Mali et qui veulent être avec nous, comment est-ce que nous, notre vision sera vis-à-vis d'eux? Comment est-ce que nous allons les accompagner dans notre chemin? Bon, c'est un peu près ça. Ok, merci frère. Une autre question, bon, on va reprendre le frère David. Oui. J'avoue qu'en partant de chez moi tout à l'heure, j'avais des idées reçues, puis j'avais des préjugés. Alors, je voudrais vraiment vous remercier à tous les deux parce que vous avez apporté, n'est-ce pas, des réponses à des questions précises auxquelles je me posais. Et en l'occurrence, justement, dans ce lien, dans ce rapport, n'est-ce pas, qui me lie entre moi et mes ancêtres, et la capacité, n'est-ce pas, que j'ai à prospérer, non seulement par rapport à eux, mais aussi par rapport au monde dans lequel j'évolue. Et c'est extrêmement important. Néanmoins, il y a une question qui reste posée quand même, et là, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit le frère, c'est que parmi ces préjugés que j'avais, il y a le problème des sacrifices humains qui revient souvent. Qu'en est-il? Merci frère. Pour ceux qui ne sont pas initiés, mais nous sommes là pour rassembler notre peuple. Tout notre peuple n'est pas initié. Pour ceux qui ne peuvent pas se faire initier ou qui ne peuvent pas se faire initier, ce n'est pas grave. On va pas les rejeter parce qu'ils ne veulent pas se faire initier. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, peut-être qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils ne savent pas encore vraiment ce qu'est le but de l'initiation. C'était pour ça. Donc on ne rejette personne. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui n'est pas initié, femme ou homme, ne sera jamais, disons, dans les instances dirigeantes de n'importe quelle structure. Ce qui n'est pas initié ne sera jamais dans les instances dirigeantes. Ça c'est clair. Mais sinon, nous ne rejetons personne, au contraire, nous voulons rassembler tout le monde. C'est ça l'objectif. Maintenant, les sacrifices humains. Vous avez le nom chrétien, donc vous connaissez la Bible. À un moment donné, Abraham a décidé de sacrifier son fils parce que l'Éternel lui a demandé. C'est un mythe qu'ils ont formé parce que quand ils sont venus chez nous, ils ont vu qu'il n'y avait pas la possibilité de faire des sacrifices humains. Alors qu'eux, ils sacrifiaient leur nouveau-né à Moloch. C'est dans la Bible, les vampires sont eux-mêmes qui le disent. Donc c'est nous qui leur avons permis d'arrêter les sacrifices humains. Maintenant, comme ils ont la plume, ils ont la parole, ils ont tout, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais les sacrifices humains n'ont jamais eu en Afrique authentiquement. Sauf parmi les initiés qui sont dévoyés maintenant. Parce que, comme j'ai dit, l'être humain est une parcelle de Dieu, est une éternelle, est une énergie divine qui appartient à Dieu. L'être humain est considéré comme sacré au même titre que Dieu, on ne tue pas l'être humain. Voilà pourquoi aussi longtemps que l'Afrique a eu sa destinée en ses propres mains, jamais il n'a existé même un semblant de prison en Afrique, parce qu'on n'emprisonne pas un être humain. Il n'y a jamais eu... Il y en a qui ont des questions, des observations, des remarques par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous manifester. Sinon, moi, je peux démarrer la séance. Mais il y a le frère qui est déjà... Vas-y, frère. Ouais, Linjek, comme toujours. Ouais. Bon, je pose une question, celle qui nous revient toujours à nous. S'il vous plaît. Quand on parlait à nos frères et sœurs de la tradition, de tout ça, ils disent c'est la sorcellerie.